accordé à Ruth Elkrief. Le voici et on se retrouve juste après pour en discuter avec nos invités. Bonjour Monsieur le Président Nicolas Sarkozy, merci de nous accorder cet entretien exclusif pour BFM TV. Il y a eu un coup de théâtre dans une affaire qui dure depuis 8 ans, celle de le présumé financement libyen de votre campagne de 2007. Et c'est évident, nous voulions vous entendre, nous voulions vous écouter. Merci donc de nous accorder cet entretien. Merci de me recevoir. C'est un témoin qui vous a chargé depuis plusieurs années et qui a affirmé à plusieurs reprises qu'il vous avait remis de l'argent et qui a fait un revirement spectaculaire. C'est un coup de théâtre. Je vous propose d'écouter tout de suite. Il s'appelle Ziad Takedi, c'est un intermédiaire franco-libanais. BFM TV a diffusé ses dernières déclarations. Je vous propose d'écouter ce qu'il disait avant et ce qu'il dit aujourd'hui. De l'argent a été versé. Oui. Par qui? Par les autorités libyennes, notamment Mohamed Kadhafi. À qui? À Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Directement. Directement. Comment? Par des transferts bancaires et par du cash. Combien? Ça dépasse, comme je dis, ça dépasse des montants parce que c'est souvent des formes différentes. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni Monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Et je l'ai dit haut et fort. Or, ce juge Tournaire a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que je dis ou j'ai toujours dit. Et il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de M. Sarkozy. Comment réagissez-vous? Je suis partagé entre une colère froide dont vous n'imaginez pas la profondeur et la force. Et je demande à chacun de ceux qui nous regardent, qu'ils aient voté pour moi ou pas, qu'ils m'aiment ou pas. Est-ce que c'est normal qu'un ancien président de la République soit traîné dans la boue, comme je le suis depuis 8 ans, sur les seules déclarations d'un individu qui a menti et qui vient aujourd'hui dire « j'ai menti ». Pour quelle raison avez-vous menti? Lui dit « j'ai menti parce que le juge m'a demandé de le faire pour arranger mes propres affaires ». Je suis stupéfié. Est-ce que la France est un État de droit et une démocratie? Lorsque M. Takedi m'a accusé, dans l'instant, une information judiciaire a été ouverte. Des dizaines de policiers, des millions d'euros, plusieurs juges sont mobilisés jour et nuit depuis 8 ans, ont fait une partie du tour du monde aux frais du contribuable, sur les seules fois des allégations de cet individu. Lorsque le même individu dit « j'ai menti » sur la base de ce que m'a fait croire un juge, je ne le crois pas, moi. Mais je demande qu'on fasse le même traitement pour les allégations d'aujourd'hui que pour les allégations d'hier. Quand c'est un ancien président de la République, on enquête sur lui. Si c'est un magistrat, on ne peut pas considérer, comme l'a fait le parquet national financier, en 24 heures, circuler, il n'y a rien à voir. On va revenir effectivement sur... Donc c'est de la colère et de la stupéfaction. Si c'était une série, moi qui suis un passionné de séries, on dirait le scénario est invraisemblable. Ça ne me fait pas sourire, malheureusement. Parce que c'est grave. Pas simplement pour moi, pas simplement pour ma famille, pas simplement pour ceux qui ont cru en moi, mais pour la France, qui donne le sentiment que son ancien chef de l'État pouvait être un corrompu. C'est une ignominie. Alors, aujourd'hui, effectivement, vous êtes mis en examen après validation par la Chambre d'instruction de 8 ans de procédure dans cette affaire pour association de malfaiteurs liés à ces déclarations. Et c'est vrai que vous avez beaucoup
dénoncé le personnage de Ziad Takieddine. Vous aviez dit qu'il était un menteur, vous aviez dit qu'il était inconsistant, et tout le monde se dit aujourd'hui, mais alors, quand il accablait Nicolas Sarkozy, il était inconsistant, et quand il l'innocente, finalement, on peut le croire? Madame Autel-Krief, vous vous trompez. Ça fait 8 ans que les déclarations de M. Takieddine sont prises très au sérieux, puisque c'est sur la base de ces déclarations, et uniquement de ces déclarations, qu'une information judiciaire a été engagée. Je n'ai jamais pris... Alors, les juges considèrent que ce n'est pas seulement sur ces déclarations. Non, Donc ça, madame, c'est important, on va y revenir. On reviendra sur tout ce que vous voulez. Ceux qui ont pris au premier degré les déclarations de M. Takieddine, c'est le parquet national financier, institution créée à l'époque de M. Hollande, qui a eu jusqu'à 13 dossiers contre moi, qui tombent les uns après les autres d'une manière lamentable et ridicule. Mais maintenant, on ne va pas me dire, ah maintenant, M. Takieddine, qui était présenté comme le grand accusateur, il était sérieux quand il m'accusait, et maintenant qu'il dit face à la caméra, je n'ai jamais donné un centime à Sarkozy. Il n'y a pas eu un centime libyen dans sa campagne, ah maintenant, il ne faut pas le croire. Moi, ça m'est égal. J'observe simplement. Vous dites que c'est un témoin inconsistant et donc ça invalide la procédure. C'est pas ce que disent les juges. Hein. Madame, en l'occurrence, vous interrogerez les juges et qui vous voulez, vous m'avez moi en face. J'ai été interrogé pendant près de 80 heures entre la garde à vue devant les caméras du monde entier et les 4 dernières journées. Le nom de M. Takieddine a été évoqué durant mes 4 jours d'interrogatoire 485 fois. On ne va pas maintenant venir me dire, parce que ça serait une monstruosité de plus, que c'est un détail. 98 questions m'ont été posées sur M. Takieddine. Une était extraordinaire d'ailleurs. M. Takieddine prétendait m'avoir versé de l'argent en liquide le 28 janvier 2007. J'ai apporté la preuve au magistrat que le 28 janvier 2007, je n'étais pas au ministère de l'Intérieur, j'étais dans le Vaucluse, le journal Vaucluse Matin, en faisant foi. Maintenant, il dit, tout est faux. Mais j'espère qu'on va aller jusqu'au bout de l'enquête. Pourquoi est-ce faux? C'est ce que vous demandez concrètement aujourd'hui? Comme chacun, je ne comprends pas comment il a été possible qu'un homme condamné à 5 ans de prison, qui ne se présente pas devant le tribunal, dans l'affaire Karachi, puisse garder son passeport, puisse quitter le territoire national, sans que personne ne lui demande des comptes. Il était sous contrôle judiciaire? Non, il avait simplement un contrôle judiciaire qui l'interdisait de me voir. Comme je ne l'avais jamais vu, c'est une interdiction bien légère. Vous l'aviez vu? Je l'ai vu en 2003, 2 fois et jamais seul. Bon. Il a gardé son passeport. Pourquoi lui a-t-on gardé son passeport? Pourquoi a-t-il pu se réfugier au Liban? Pourquoi les journalistes de Paris Match ont plus de facilité pour retrouver M. Takieddine que la justice française? Pourquoi M. Takieddine vient-il mettre en cause un magistrat? Pardon, madame. Est-ce qu'on va enquêter là-dessus? Justement, ou la non? question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez sincèrement que des juges français, que monsieur le juge Tournaire, mais les autres, puisque le parquet national financier a précisé qu'il avait été interrogé et à 6 reprises par plusieurs juges différents et avait répété la même chose. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un juge français qui représente la République peut avoir fait un marché avec un personnage comme M. Takieddine? Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un ancien président de la République puisse avoir fait un marché avec un personnage comme M. Takieddine? Suis-je moins respectable qu'un juge? Mon casier judiciaire est-il vierge ou non? Si on a fait une enquête sur un ancien chef de l'État, sur les seules déclarations de M. Takieddine... Il faudrait en faire une sur le juge Madame, Tournaire? ce n'est pas à moi d'en décider. Mais vous ne pouvez pas, ni les médias, ni la justice, considérer que quand Takieddine dénonce Nicolas Sarkozy, il faut une enquête, et quand Takieddine dénonce un magistrat, un autre magistrat peut dire, 24 heures après, il n'y a rien, circulé, on laisse en l'état. Non, madame. L'état de droit, c'est que personne n'est en dessous de la loi et personne n'est au-dessus de la loi. Donc concrètement, vous demandez au garde des Sceaux... Je ne demande rien. ...d'ouvrir une forme d'enquête sur le... Je ne demande rien. Je fais les Français juges.
de cette affaire pitoyable, où la justice a été occupée pendant 8 années sur mon cas, sur les bases de déclarations d'un individu comme M. Takedine, faut-il qu'il n'y ait pas d'autres criminels ou d'autres délinquants dont il faille s'occuper, qu'on mobilise tant de moyens sur moi pour qu'après 8 années, sans trouver la moindre preuve, l'accusateur vienne dire « j'ai menti, j'ai menti et j'ai menti ». Il a dit aussi, Ziad Takedine, dans Paris Match, qu'il avait versé 5 millions en dollars cash à Claude Guéant, qui était votre directeur de cabinet à ce moment-là, quand vous étiez ministre de l'Intérieur, au nom d'un accord de sécurité qui prévoyait de former du personnel libyen, et c'est la Libye qui payait. Ça, c'est ce qu'il a dit, c'est sa dernière version. Vous étiez au courant de ça? Madame, Monsieur Guéant a fait condamner sur ses déclarations Monsieur Takedine par le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation. Ça, c'était les anciennes, mais là, c'est une nouvelle. Pour diffamation, voilà. Et en ce qui me concerne, je n'ai aucun doute, ça n'a jamais eu lieu, aucun. Mais j'attends qu'on prenne autant au sérieux les déclarations de M. Takedine quand il me dédouane que quand il m'accusait. Ou alors, on n'est plus dans un état de droit. C'est bien clair. Alors, vous l'avez évoqué, le parquet national financier a immédiatement riposté en quelque sorte et il a répété que Takedine avait été interrogé à 6 reprises par plusieurs juges d'instruction et surtout que les mises en examen diverses sont intervenues sur des indices graves ou concordants qui, je cite, ne se limitent pas aux déclarations d'une seule personne. Donc ils disent en fait, Ziad Takedine n'est pas le seul indice ou les seuls éléments qui portent à vous mettre en examen. Je voudrais vous citer 3 indices. Non, je vais répondre bien sûr, mais puis-je vous faire une remarque? Il y a eu le faux document de Mediapart. Plus personne ne m'en parle. Le faux document, il y aurait eu soi-disant un virement de 50 millions dont on n'a jamais retrouvé trace. Alors maintenant, on n'en parle plus. Pour 4 jours d'interrogatoire, on ne m'a même pas posé une question. C'était le grand sujet de ma campagne présidentielle 2012. Où votre consoeur, Mme Laurence Ferrari, m'avait posé une question de ce document. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un faux, on n'en parle pas. Maintenant, on me dit, ah oui, Takedine dit qu'il ne vous a jamais donné un sou, donc on n'en parle plus. Dans le dossier, j'ai découvert, et c'est une information que je vais vous donner, que les juges se sont déplacés pendant 3 jours à Saint-Étienne parce qu'un individu qui voulait obtenir le statut de réfugié politique les avait informés qu'il détenait un document, un nouveau, tenez-vous bien, signé par Kadhafi et par moi, qui était un faux grossier. Ils vont passer 3 jours à Saint-Étienne. Puis ils partent en Libye pour vérifier l'authenticité de ce document. Le procureur général libyen voit le document, leur dit « mais c'est un faux grossier ». Ce dossier n'est truffé que de faux. Mais à chaque fois qu'il y a un faux, ou un élément comme M. Takedine qui revient, on me dit « c'est pas grave, il y a encore autre chose ». Jusqu'à quand? Jusqu'à quand va-t-on mobiliser l'argent du contribuable pour à toute force vouloir démontrer que je suis incorrompu? J'ai dit au juge, cherchez pendant un siècle ce qui vous voulez, vous ne trouverez rien. Ils ont fait le tour du monde. Vous ne trouverez rien, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à trouver. Alors, pendant les 4 jours d'audition, vous avez répondu à chaque élément, on le sait, puisqu'il y a des comptes rendus en quelque sorte de ces auditions, mais les éléments qui sont considérés comme des indices, je voudrais vous les soumettre parce que c'est normal, il faut que les Français l'entendent. Les juges les ont entendus, mais les Français doivent l'entendre aussi. Il y aurait eu des réunions préparatoires de votre voyage de 2005 en Libye, vous étiez ministre de l'Intérieur, par Claude Guéant, alors votre directeur de cabinet, et par Brice Hortefeux, qui était à l'époque ministre des collectivités territoriales. Ils sont allés en septembre et en décembre 2005 et ils y ont vu sur place Abdallah Senoussi, le directeur du renseignement libyen, mêlé à l'attentat contre le DC-10 du TA, et qui est donc un attentat terrible qui a fait 170 morts. Il était sous mandat d'arrêt international. Donc les gens se disent, à ce moment-là, c'est un indice qui est considéré par les juges comme le premier pas pour commencer un financement de votre campagne, puisqu'on rencontre ce personnage qui est sous mandat d'arrêt international, et que quelques années plus tard, il y a une réunion le 16 février 2009 à l'Élysée, dans laquelle, selon les juges, il y aurait la tentative
d'annuler, de faire annuler son mandat d'arrêt international, comme s'il y avait une forme de contrepartie entre ce voyage, ces relations et ce mandat d'arrêt international. Madame, soyons précis. Je suis dans la situation où il y a une banque qui est cambriolée à Saint-Étienne. Un de mes collaborateurs a été à Saint-Étienne 6 mois avant, c'est la preuve. Mais on est tombé sur la tête, on est chez les fous. Ce n'est pas à moi de prouver mon innocence, c'est à l'accusation de prouver ma culpabilité. Alors, soit il y a des preuves. Pendant 7 mois, M. Kadhafi et sa bande sont restés au pouvoir. Ils avaient 7 mois pour sortir tous les documents qui auraient pu m'incriminer. Ils n'ont rien sorti parce qu'il n'y avait rien. Absolument rien. Comment expliquez-vous que ces proches... Pardon, Monsieur le Président. Comment expliquez-vous que ce sont des proches... Madame, soit vous voulez que je réponde, et dans ce cas-là, je réponds. Quand le ministre de l'Intérieur va faire une visite, dans le cadre de la politique d'immigration dont j'étais chargé, comme au directeur de cabinet y était avant, ça n'implique en rien qu'il y ait un financement. Il faut qu'on retrouve un virement, un accord. Monsieur Kadhafi ne parlait pas un mot d'anglais, pas un mot de français. Nous avions 2 interprètes et moi j'avais l'interprète officiel du ministère des Affaires étrangères. Comment voulez-vous qu'il y ait l'ombre d'un accord entre nous? Et si monsieur Kadhafi avait eu la moindre chose contre moi, est-ce que j'aurais été celui qui a conduit la coalition de 53 pays pour mettre un terme aux activités criminelles de ce criminel? Ça n'a aucun sens. Oui, mais dans l'intervalle, non, dans l'intervalle, vous l'avez reçu avec FAST. Non, vous l'avez reçu. Et on s'en souvient. Madame, donc ça aussi, ça interroge. Madame, on se dit, tiens, mais pourquoi a-t-il eu ce traitement particulier? Madame, vous devez être honnête. Vous devez être honnête, ce que vous venez de dire est malhonnête. Et permettez-moi de vous le dire bien en face. Et je le dis en vous respectant, mais c'est malhonnête de dire ça. Parce que vous omettez sciemment que la France a sauvé les 6 infirmières bulgares qui avaient été violées, battues et condamnées à mort par cet individu sinistre qu'est M. Kadhafi, plus le médecin palestinien. Madame, on ne peut pas présenter des choses comme ça. C'est la France qui a sauvé ces femmes. Et donc pardon, excusez-moi. La France a sauvé ces femmes. Il y a eu un appel de 80 prix Nobel pour demander leur libération. Ils ne l'ont pas obtenu. Madame Ferrero-Waldner, qui était la commissaire européenne en charge des droits de l'homme, ne l'avait pas obtenu. Dans ma campagne, le soir de mon élection, j'ai dit, j'ai 3 objectifs. Libérer ces malheureuses, violées, battues par cet individu. Libérer le soldat Chalit et libérer Ingrid Betancourt. Et j'ai dit à Kadhafi, si vous libérez ces malheureuses, je vous recevrai à Paris. Je l'ai fait, madame. C'est la tradition des droits de l'homme de la France. Et je ne vous permets pas, pardon, de parler de la contrepartie de cette libération sans parler de cette libération. Alors, Et ça, c'est la vérité. Mais je voudrais répondre aussi à votre question sur M. Senoussi, qui est un assassin. Je voudrais quand même que vous sachiez que M. Senoussi est recherché par la justice internationale et par la justice française. Car il porte la responsabilité d'un peu moins de 180 morts, dont une 50aine de malheureux Français. Les juges ont été l'interroger sur moi, sans qu'à aucun moment ils demandent à ce qu'il soit mis en exécution le mandat d'arrêt contre lui. Monsieur Senoussi... Donc vous pardon. Vous voulez nous dire que jamais, à aucun moment, vous n'avez essayé, vous-même ou vos proches, de faire sauter son mandat d'arrêt international? Madame, d'abord c'est impossible. Mais mieux que ça, c'est une monstruosité. Lorsque Kadhafi est tombé, j'ai envoyé moi-même président de la République, vous m'entendez, un magistrat, M. Picard, pour parler avec le nouveau chef du gouvernement libyen, avec une lettre de moi, demandant à ce que M. Senoussi soit déféré devant les tribunaux français. C'est un courrier officiel du président de la République française. Comment pouvez-vous vous faire l'écho d'une tentative de ma part pour faire sauter ce mandat, alors même que j'ai demandé qu'il soit déféré devant les juridictions françaises parce que je n'avais rien, absolument rien à craindre. Mieux que ça, les juges ont été à la Cour de cassation pour demander si le dossier de M. Senoussi
avait fait l'objet de la moindre consultation pour assurer sa défense. Vous m'entendez, madame? Le dossier n'a jamais été ouvert, n'a fait l'objet de la moindre consultation, donc ces allégations ne reposent sur rien. Elles sont contredites par les éléments factuels que j'ai apportés. Je reviens sur ces indices que les juges considèrent avoir, hors le témoignage de Ziad Takieddine, dont on voit à quel point il peut être discutable. Thierry Gobert, qui était un de vos proches à l'époque, aurait reçu 440 000 € en février 2006, dont une partie serait revenue en France, et c'est un versement qui serait passé par Ziad Takieddine et qui aurait été fait par la Libye. Les juges considèrent que peut-être il y a un usage de cet argent qui aurait été utilisé dans votre campagne. Enfin, c'est une monstruosité de plus. Thierry Gobert, je ne l'ai pas vu depuis 1996. Mais c'était un de vos proches. Pardon, pardon, madame. Quelquefois. Si je peux vous répondre, je répondrai bien volontiers. Nous sommes en 2020. Je ne l'ai donc pas vu depuis 24 ans. Thierry Gobert avait visiblement des activités avec M. Takieddine. 6 millions ont été virés des comptes libyens sur le compte de Takieddine. C'est acté. Pas un centime n'a été sorti en liquide. Et 400 000 a été versé chez Thierry Gobert. Mais qu'est-ce qui permet de dire que Thierry Gobert les a donnés à ma campagne? On est chez les fous. Ou alors c'est un procès dans une dictature. Y a-t-il la moindre preuve? Y a-t-il le moindre élément? Alors les magistrats me disent, ah mais vous vous rendez compte? Durant les 5 années de votre quinquennat, M. Gobert a été invité 6 fois à une décoration. Il y a un petit problème. C'est pour ça que vous l'avez revu. Il y a un petit problème. C'est que ce sont des décorations collectives et ce sont les récipiendaires qui invitent, non pas le président de la République. Il y avait à chaque fois entre 1000 et 1200 personnes. Mais on est chez les fous. Je devrais donc me justifier. Demain, il y a un passant dans la rue qui dit qu'il a payé pour ma campagne. Je vais justifier cette fameuse campagne de 2007. Pardon, c'est important ce que je vais vous dire. Qui a déjà été lasérisée jusqu'au dernier centime dans le cadre de l'instruction Bettencourt. Où j'ai eu un non-lieu. Et où pendant toute la campagne de 2012, on a expliqué aux Français que ma campagne de 2012 avait été financée par l'argent d'une vieille dame. 2007. Ce qui était, ma campagne de 2007, ce qui était une monstruosité. Donc il a été fait litière puisque j'ai eu un non-lieu. Et maintenant, on va m'expliquer qu'elle a été financée par M. Kadhafi. Il n'y a pas l'ombre d'un virement. J'ai compris. Il n'y a pas l'ombre d'un versement. Je continue sur les indices, Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît. Je continue sur les indices. C'est important, vous répondez. Et les Français vont écouter, entendre. Et c'est important. On l'a dit, pour les juges, il y a aussi beaucoup de concordance parce qu'il y a de nombreux témoignages de proches du colonel Kadhafi. Alors vous pouvez dire, ce sont ses proches, son cousin, son beau-frère, son frère, son fils. Évidemment, c'est le premier qui l'a fait. Mais enfin, c'est troublant. Ils disent tous qu'ils vous ont versé de l'argent sous des formes différentes. Non, madame. Il n'y a rien de troublant. Le fils Kadhafi, qui est un individu suspect à bien des égards, a dit, quelques jours avant la campagne de 2012, nous avons tout. Des documents, des virements, des enregistrements. Il était au pouvoir. Il était libre à lui de les verser. 8 ans après, rien, vous m'entendez? Rien n'a été versé. Pas madame, un petit peu. Rien. Absolument rien. Des témoignages Si de toutes sortes. Non. De toutes sortes. Non. Je vous le dis encore de proches de Kadhafi, mais de toutes sortes. Absolument pas, madame. Il y a le cousin, il y a le fils, et il y a Senoussi qui est dans les mains de Takieddine. À l'inverse, Qui est le beau-frère. il y a le ministre des Affaires étrangères qui dit « mais jamais il y a eu un centime qui a été versé à la campagne de Sarkozy ». Et même celui qu'on appelait le noyé du Danube, puisqu'on m'a même suspecté d'avoir noyé quelqu'un dans le Danube, ce qui est un comble, même celui-ci dit « jamais il y a eu d'argent qui est arrivé ». Pourquoi l'ont-ils fait? Et madame, c'est une bande de malfaiteurs dont j'ai conduit la coalition qui a fait partir ce malfaiteur et ce criminel. Mais madame, s'il y avait le moindre élément, le plus petit élément, il m'aurait été versé, il m'aurait été servi. On parle de 50 millions, on parle de 20 millions, on parle de 7 millions. Avec ce qu'est l'informatique aujourd'hui, comment se fait-il
qu'avec les moyens sans précédent qui ont été utilisés par la justice française, on n'ait rien retrouvé. Mais comment voulez-vous que je démontre que j'ai pas fait le casse du supermarché de Saint-Étienne, alors que c'est à l'accusation de me dire, vous aviez un compte, on vous a versé ceci, ils n'ont rien. Alors, dernier élément. 7 mois, je termine, pendant 7 mois, M. Kadhafi et sa clique étaient au pouvoir. D'après vous, comment se fait-il qu'alors qu'ils avaient tous les documents, s'il y avait quelque chose contre moi, comment se fait-il qu'ils ne les aient pas livrés? C'est la question que je pose. Et d'ailleurs, en état de droit que nous sommes, ou que nous devrions être, est-ce que le doute doit profiter à moi ou à l'accusation? Dernier élément, il est important aussi quand même, votre directeur de campagne, Claude Guéant, a ouvert le 26 mars 2007 une chambre forte secrète à la BNP Opéra à Paris. C'est le temps de la campagne présidentielle de 2007. Il a affirmé y avoir mis certains de vos discours. Bon, c'est un peu étrange pour mettre des discours. Les juges considèrent que c'est là qu'il a mis les espèces non déclarées qui ont abondé pendant votre campagne en 2007 et qui ont... Il y a eu des preuves, il y a eu des primes en liquide qui ont été versées à beaucoup de membres de l'équipe de la campagne. Madame, donc, est-ce que ce coffre-là n'est pas aussi une preuve? Madame, excusez-moi, je vais répondre. Mais ne mélangez pas les questions et ne faites pas d'amalgame. Laissez-moi répondre. Je répondrai sur le liquide. Bon. Est-ce que vous imaginez le coffre secret à la BNP? Ah, c'est très secret. C'est vraiment très secret. Est-ce que vous imaginez que s'il y avait eu les millions dont tous ces fous parlent, c'était ce qu'il y avait de plus safe, de plus prudent, que de prendre la première banque française et d'aller le déposer dans un coffre à la première banque française au vu... des milliers d'euros, pas des centaines de milliers d'euros, des milliers d'euros. C'est pas obligé que ce soit des millions. C'est grotesque. Non, c'est des millions, parce que on parle le faux document Mediapart, qui par ailleurs est également l'officine qui a amené Takedine, puisque Takedine a dit « j'ai été voir le juge parce que Mediapart me l'a demandé ». Est-ce que vous croyez vraiment que la cachette secrète à la BNP, en plein cœur de Paris, pour mettre des millions, c'est crédible? Mais c'est grotesque. Et si après 8 ans d'enquête, vous n'avez que ça à me servir, c'est peu. C'est pas moi. Un mot sur le liquide, oui. Parce que quand même, je veux être précis. Ma campagne, le budget était de 21 millions. Ma campagne a été lasérisée, comme je vous l'ai dit, comme aucune autre campagne dans le cadre de la Ve République n'a jamais été lasérisée. On a trouvé 32 000 euros en liquide qui ont été versés à la fin de la campagne, après la campagne, à des petites mains pour les remercier. Cela représente moins de 1%. Oui, parce que, madame, c'est normal. J'ai fait, dans toute campagne, il y a des centaines de meetings. Il y a des gens qui donnent dans les meetings pour acheter des t-shirts, pour acheter une casquette, pour acheter un livre, que sais-je encore. Et les 32 000 euros, c'est tout ce qu'on a trouvé. C'est ça le financement libyen. Mais vous savez, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte pour mon pays de devoir être obligé de combattre avec la force que je mets et qu'après 8 années où toutes ces forces ont été engagées pour moi, on vient me poser des questions, pardon, pas vous, ridicules. Alors, et on vient me mettre en examen juste dernière. Pour association de malfaiteurs. Mais j'ai honte pour ceux qui emploient cette expression. Une dernière, parce qu'on a parlé de Ziad Takedine tout à l'heure. Il y a des preuves de relations continues, régulières, entre Ziad Takedine et Claude Guéant, et Ziad Takedine et Brice Hortefeux, dans lesquelles il y a eu peut-être des transactions occultes. Et j'ai envie de vous dire, bon, c'était vos proches, ils ont travaillé avec vous, ils dépendaient de vous, et vous n'étiez au courant de rien, ils ne vous en ont pas parlé. Bon. Ça ne veut rien dire. Vous n'avez pas le droit de prendre des expressions comme ça, c'est grave. Peut-être des transactions. Il n'y a eu aucune transaction. Que M. Hortefeux ait vu M. Takedine, ça n'en fait pas un corrompu. Que M. Guéant ait vu Takedine, ça n'en fait pas un corrompu, madame. Et encore moins moi. Qu'il ne l'ait jamais vu seul depuis 2003 pour une campagne en 2007. Vous l'avez rencontré 2 fois. Je l'ai rencontré en 2002 et en 2003 à la demande de... Et plus jamais après. Plus jamais.
Même pas dans les couloirs du ministère de l'Intérieur comme il le prétend ou comme il l'a prétendu. Jamais, non, comme il le prétendait, madame. Comme il le prétendait. Puisque maintenant, il indique que rien n'était vrai et qu'il n'a jamais amené de l'argent, liquide ou pas, au ministère de l'Intérieur, ce qui est une évidence. Donc vous vous rendez compte qu'après 8 années d'enquête, on me sert des on-dit de criminels comme c'est aussi. Monsieur Takedine, on ne peut plus s'appuyer sur lui puisqu'il m'a exonéré. Et toutes les recherches bancaires, toutes les recherches fiscales, toutes les recherches qui ont été faites matin, midi et soir, au Tchad, en Libye, en Suisse, toutes les perquisitions ont abouti à zéro. C'est un désastre. Alors, mais je dis une dernière chose. Je veux que chacun soit conscient de cela. Moi, je ne me plains pas. J'ai fait face à toutes mes obligations. Mais j'irai jusqu'au bout pour démasquer ceux qui sont derrière cela. Mediapart, qui a produit des faux documents et qui a encouragé un faux témoin. Alors maintenant, il dit « Ah, il ne faut plus croire Takedine ». Pendant 8 ans, ils l'ont cru. Ces criminels libyens et tous ceux qui sont derrière ces manipulations. Ce n'est pas une question de gauche et de droite. Ce n'est pas une question politique. C'est une question de vérité et c'est une question d'honneur. Et j'irai au bout pour prouver que j'ai toujours dit la vérité. Dans l'intervalle, vous aurez à répondre d'autres accusations et d'autres mises en examen, notamment celle qu'on appelle l'affaire Bismuth. Parce que c'est dans le cadre des écoutes qui vous ont été posées par les juges dans l'affaire libyenne qu'on a découvert que vous aviez un téléphone caché par lequel vous communiquiez avec votre avocat sous un faux nom, Paul Bismuth, et que vous êtes soupçonné d'avoir tenté d'obtenir d'un haut magistrat, Gilbert Azibert, des informations couvertes par le secret dans l'ancienne procédure Bettencourt dans laquelle vous avez eu un non-lieu depuis. Alors, ce procès, il doit se tenir fin novembre, théoriquement. Dans quel état d'esprit l'abordez-vous? D'abord, je voudrais dire que c'est toujours la même affaire et les mêmes juges. On considère donc normal, dans un pays d'état de droit comme la France, qu'à l'époque j'étais le chef de l'opposition, je fasse l'objet de 8 mois d'écoute continue, où toute ma vie privée a fait l'objet de ces écoutes. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce qui a été fait? 8 mois. Et c'est dans le cadre de ces filets dérivants qu'on écoute une conversation, ce qui est à proprement parler scandaleux, entre un avocat et son client, ce qui est contraire à la jurisprudence totale de la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère qu'en aucun cas on ne peut opposer. C'est ce qui va être plaidé, j'imagine, bien sûr, dans ce procès. Laissez-moi terminer. En aucun cas on ne peut opposer les conversations d'un avocat avec son client, comme d'ailleurs d'un médecin avec son patient. Mais où est-on? Si dans l'univers de M. Poutine, on se comportait comme ça, mais nous sommes le pays des droits de l'homme quand même. Attendez. Et donc, rien que ça, c'est scandaleux. Oui, mais mieux que ça. Attendez. Moi, j'ai une question à vous poser, franchement. Mais je réponds à vos questions. Mais je sais, c'est ce que je fais. Mais franchement, quand on découvre un ancien président de la République qui a un téléphone caché avec un faux nom. Alors les plus gentils vont dire c'est une affaire de cour de récréation, puis les plus méchants vont dire c'est une affaire de voyous, c'est un des méthodes de voyous. C'est très étrange quand même. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante, donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Pardon de le dire, parce que moi je pourrais dire aussi qu'inviter M. Takedine chez BFM comme vous l'avez fait, c'est une affaire de voyous. Donc mesurez votre vocabulaire. Et les choses iront beaucoup mieux. Alors, excusez-moi, toute la presse indiquait que j'étais sur écoute, que j'ai un téléphone pour parler avec mon avocat, ne fait pas de moi un délinquant dans un pays où les écoute, parce que la vraie voyoucratie, madame, c'est pas d'avoir un téléphone pour parler avec son avocat. La vraie voyoucratie, voyez-vous, c'est de mettre sur écoute les plus grands avocats de barreau de Paris pour se payer Sarkozy. C'est là où est la violation de l'état de droit. Et là, mais un élément, pardon, ouais. Je m'expliquerai devant le tribunal. Parce que moi, j'ai toujours fait face à mes obligations.
Je suis à plus de 200 heures d'interrogatoire. Et madame, mon casier judiciaire est vierge. Donc vous ne parlez pas de moi comme d'un voyou. Non, je ne parle pas Qui de n'a vous comme ni de vous moi l'avez comme dit. qui a des méthodes de voyou. J'ai répondu à tout. Et j'irai au tribunal, parce que moi je respecte la justice. C'est pas un combat entre moi et la justice, entre la gauche et la droite, entre l'opposition et la majorité. Monsieur Azibert n'a jamais eu un poste à Monaco. Le palais à Monaco a rendu public un communiqué pour dire « Jamais Nicolas Sarkozy n'est intervenu ». Et tous les magistrats interrogés ont dit « Jamais Monsieur Azibert n'est intervenu ». Vous êtes Non, optimiste du non. coup sur cette affaire. Vous l'avez dit dans votre livre que je non, rappelle, madame. Le temps des tempêtes, aux éditions de l'Observatoire, vous avez dit « Je suis optimiste, je serai innocenté dans l'affaire des études ». Je sais maintenant qu'il ne suffit pas d'être innocent pour ne pas avoir d'ennui. Et d'ailleurs, humainement, ça m'a beaucoup fait changer. Et sans doute qu'on est plus intelligent quand on a été gibier, après d'avoir été chasseur. Car ces épreuves, soit elles vous détruisent, soit elles vous améliorent humainement. Donc je ne suis pas optimiste. Je suis simplement combatif. Je n'ai pas l'intention qu'on me reproche des choses que je n'ai pas commises. Et les Français doivent le savoir, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. J'ai beaucoup de défauts et sans doute je fais beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas un pourri. Et ce qui m'est infligé est un scandale, madame, qui restera dans les annales. La vérité finit toujours par triompher. C'est ma conviction. C'est ça qui me rend optimiste. Pour le reste, j'irai au procès, je répondrai à toutes les questions et j'expliquerai en quoi le sort qui m'est réservé est un sort qui n'est réservé à personne d'autre. Alors comme vous êtes l'ancien président Nicolas Sarkozy, on a très envie de vous entendre aussi sur les crises que nous traversons. C'est très important parce qu'un certain nombre de Français, évidemment, vivent ces crises avec beaucoup de tristesse, d'inquiétude, peu de visibilité sur l'avenir. La pandémie, le terrorisme, la crise économique, vous avez vécu la crise de 2008, la crise européenne, vous en avez traversé les tempêtes dans votre livre. Est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce qu'il faut faire? Bon, d'abord, si on n'aime pas les crises, on ne devient pas président de la République. Et j'ai connu et vécu beaucoup de crises. Et je n'appréciais pas à l'époque les conseillers de l'extérieur, qui critiquent, mais qui ne sont pas au volant. Donc moi, je ne critique pas. N'est pas M. Hollande qui veut. Je ne critique pas parce que je sais que c'est difficile. Et que la crise qui nous occupe, la crise sanitaire, provoque beaucoup de souffrance, beaucoup de détresse. Et je pense que ce que fait le gouvernement, il fait au mieux. Que sans doute on aurait pu faire différemment sur tel ou tel point, mais que si je le dis, à ce moment-là, je rajoute une difficulté politique à d'innombrables difficultés dans notre pays. Mais vous le dites au président Macron, vous lui parlez souvent. Non, je ne lui parle pas souvent. Je lui parle quand il me parle, comme au Premier ministre d'ailleurs, avec qui j'ai travaillé, puisqu'il a été l'un de mes collaborateurs. Je leur dis ce que je pense, c'est pas pour ça que j'ai raison. Et je considère que la priorité donnée à la santé, c'est la bonne priorité. Alors moi, si j'avais simplement une réserve, c'est celle qui concerne le monde de la culture. Parce que pour moi, la France, c'est le pays qui considère les biens culturels comme des biens de première nécessité. Un être humain, pour vivre, a besoin de se nourrir, de boire et de se cultiver. Donc, les librairies, les disques, je pensais ça bien avant d'être marié avec Carla. Pour moi, ce sont des biens de première nécessité. Mais pour le reste, ils font ce qu'ils peuvent, le mieux possible. L'utilisation, enfin, l'usage régulier du Conseil de défense est dénoncé par certains. Est-ce que c'est assez transparent? Est-ce que c'est assez concerté? Non, pour moi, c'est absolument pas un problème. Le président de la République est l'élu de la nation. C'est lui le chef, c'est lui le patron. Et le moment où les Français feront les comptes, c'est le moment de la prochaine élection. Qui veuille décider, qui veuille assumer ses responsabilités, les prendre. Mais écoutez, c'est pas moi qui vais venir en faire le reproche, je n'ai fait que ça pendant 5 ans. Et j'ai bien vu lors de la crise financière que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et que si j'écoutais tout ce qui m'était dit, je ne savais plus où j'allais. Le terrorisme.
le président Macron a dit qu'il faut changer Schengen après les différents attentats. Vous l'aviez dit en 2012. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut fermer les frontières françaises aujourd'hui, par exemple? C'est une affaire très difficile parce que en France, il y a une tradition des droits de l'homme qui compte et de générosité. Et on n'a pas le droit, quand on est un pays riche comme la France, de se fermer à toute la pauvreté. C'est pas vrai. Et en même temps, il y a l'impératif de la sécurité. Et la période est si abrasive, si difficile, si sensible, que je crois qu'il convient, au moment où nous sommes, de faire primer le droit à la sécurité sur le devoir de générosité. Naturellement que tous les immigrés ne sont pas des terroristes, c'est monstrueux d'affirmer le contraire. Mais en même temps, beaucoup de terroristes utilisent aujourd'hui les filières de passage clandestines. Et je considère qu'on doit rénover notre droit de l'immigration en profondeur. Fermer les pour frontières nous adapter, françaises. je vais vous le dire, pour nous adapter au nouveau contexte. Ce qui s'est passé à Nice, où j'étais avec le maire et les élus, est horrible. Cette pauvre femme, agent d'entretien, qu'on va égorger alors qu'elle va à la messe tous les matins, mais c'est une monstruosité. C'est une monstruosité tout court, et c'est une monstruosité dans le pays aux racines chrétiennes qu'est le nôtre. Ce sacristain dont j'ai vu les 2 filles bouleversées. Mais enfin, c'est invraisemblable tout ça, ou cette pauvre femme. Donc moi je considère qu'il faut, au moins pour un temps, stopper les différents flux d'immigration, de façon à ce que l'ensemble des forces politiques autour du gouvernement réfléchissent, car c'est complexe, à la façon dont il convient d'adapter notre législation, qui n'est naturellement pas la même dans un contexte d'insécurité comme aujourd'hui que dans un autre, et ce que fait le ministre de l'Intérieur est très bien de ce point de vue, pour calmement prendre les décisions. Donc, mais si on ne si donne je comprends pas un bien, coup ça veut dire d'arrêt... que vous dites, par exemple, le président pourrait inviter tous les partis politiques à discuter de cette question de l'immigration. Je n'ai pas à dire publiquement Non, au président ce non, qu'il mais a à faire, voilà, il sait très je bien comprends ça. ce qu'il a à faire. Je pense qu'il serait sage de réfléchir à la question d'un moratoire de brève durée, de mettre ce temps à profit pour discuter avec l'ensemble des forces politiques, parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Parce que l'opposition un jour sera peut-être au pouvoir, le pouvoir un jour sera peut-être de l'opposition. Cessons cette querelle qui n'a pas beaucoup de sens pour voir calmement ce qu'on a à faire et envoyer le message aux Français qu'on a compris leur inquiétude. Je crois que ça serait sage, mais encore une fois, je ne veux pas être instrumentalisé dans le débat politique d'aujourd'hui, parce que pour moi, la politique, j'ai tourné la page. Vous imaginez la dernière question que j'allais vous poser. Non. C'est vrai que le succès de votre livre et les sondages, et puis peut-être un horizon judiciaire qui pourrait s'éclaircir, si jamais cela se faisait, est-ce que cela pourrait vous conduire à vous rendre disponible pour un nouveau destin national? Non, madame. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que ça soit un service à rendre au pays. D'abord, vous savez, je vois bien ce qui se dit, ce qui s'écrit. Il ne faut jamais souhaiter ou espérer le chaos. J'aime mon pays. Sinon, je ne l'aurais jamais servi comme je l'ai servi. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pour être aimé des Français. C'est mon engagement. Pour moi, la France sont les Français. Oh, je sais, je suis gaulliste et j'ai été dans le mouvement gaulliste. Pour lui, la France était d'abord la France. Pour moi, c'est les Français. Il ne faut jamais souhaiter le chaos. Il ne faut jamais souhaiter le pire. J'ai tourné la page. Je suis très heureux comme cela. Je mène un combat pour la vérité et pour la justice. Ce n'est pas un combat politique. J'ai été chef de l'État. Et je pense que, y compris ceux qui m'aiment, n'attendent pas de moi que je tombe dans l'arène. Que je me livre à une querelle, à une bataille qui n'aurait aucun sens devant la douleur de la crise sanitaire, des gens qui ne peuvent pas aller à l'enterrement de leurs proches. Je n'ai pas le droit de faire ça. Et pour moi, c'est clair dans ma tête. Alors après, si le président de la République a besoin de discuter, je suis disponible. Qu'est-ce qu'il faudra faire à la prochaine présidentielle? On verra à ce moment-là quelle est l'utilité ou pas que je peux avoir pour dire sur tel ou tel candidat. J'ai été très bouleversé, moi, du soutien de toute ma famille politique, constant.
et bouleversé de la fidélité des gens. Mais elle n'a pas de candidat aujourd'hui, cette famille politique. Clairement, en tout cas, il y en a quelques-uns, mais... Je demande à chacun de comprendre que le temps de la politique politicienne, que je respecte, ça a été un temps dans ma vie du passé. Maintenant, que mon devoir, c'est ma famille, mon pays en tant que citoyen, et la vérité. Voilà, j'inspire à rien d'autre, et je ne voudrais surtout pas, vous voyez, Ruth Elkrief, en vous remerciant de cet entretien, qu'on pense que pour moi, il y a une quelconque arrière-pensée. J'ai beaucoup de défauts, mais on lit sur mon visage tout ce que je pense. Je ne suis pas quelqu'un qui ment. Je suis un combattant. Et je ne dirai jamais assez merci aux Français pour les responsabilités qu'ils m'ont confiées. Et aujourd'hui encore, j'ai reçu des milliers de lettres depuis les dernières déclarations de M. Taqieddine. Ça me bouleverse. Mais je sais raison garder. Je sais faire la différence entre ce qui est l'affection, l'amour, l'attachement personnel et les contraintes du débat politique. La politique n'est plus mon affaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi. Merci d'avoir passé ce moment avec nous sur BFM TV. Merci. Nicolas Sarkozy, invité exceptionnel de Ruth Elkrief sur BFM TV. Ruth qui est à mes côtés sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste. Entretien qui a eu lieu dans le bureau de l'ancien président de la République. Alors dans les bureaux, vous savez, comme tous les présidents de la République, ils ont droit à des bureaux assez importants, assez consistants, enfin assez larges. Et donc c'est un des salons du bureau dans lequel il y a beaucoup de tableaux, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'objets d'art. Et c'est là que le président Sarkozy, l'ancien président, nous a reçus. Juste sur les coulisses, Ruth, quelques instants s'il vous plaît. Est-ce que c'est un entretien facile à obtenir? Est-ce qu'il avait envie de parler, Nicolas Sarkozy, ou est-ce qu'il a fallu se battre? Est-ce que dans un premier temps, il voulait garder ça pour lui et pour Facebook comme il a fait? Ça s'est décidé très rapidement. Lorsqu'il a entendu la vidéo, qu'il a vu qu'on l'a passée. Moi, de toute façon, ça faisait des semaines et des semaines que je demandais une interview, comme tous les journalistes le demandent. Et quand il a vu cela, il a eu envie de s'expliquer. Évidemment, d'insister sur le fait que Taqieddine était quand même une des pièces essentielles de cette affaire libyenne et qu'elle tombait. Et c'est ce qu'il explique de façon claire. Il veut et il voulait insister sur le fait que les juges ont cru un personnage aussi inconsistant et quand même il faudrait peut-être remettre en question la procédure, c'est ce qu'il a dit aussi. Mais je crois que, en fait, y compris sur certaines questions désagréables, entre guillemets, que je peux poser de la façon la plus journalistique possible, il est content de pouvoir s'expliquer. C'est pour lui une affaire très importante, très grave. Et je pense qu'il a envie que les Français l'entendent et entendent ses arguments. Donc, ça s'est fait très rapidement. Et évidemment, c'est toujours un sport d'interviewer Nicolas Sarkozy. Alors, je vais vous interroger là-dessus, parce que vous l'avez déjà fait. Évidemment, c'est quelqu'un qui, on dit dans notre jargon, dur à interviewer. C'est pas quelqu'un de facile. Il semble particulièrement remonté dans cet entretien. Est-ce que vous l'avez senti, vous, très en colère? Non, mais c'est l'impression qu'il peut donner. Non, alors il est en colère, je pense effectivement, contre les juges qui ont entendu et qui ont donné crédit à un personnage qui peut se dédire. Et c'est vrai qu'on peut imaginer quand même que Ziad Taqieddine est quelqu'un qui est assez peu fiable et qui pose vraiment problème, sincèrement. Donc il est très en colère contre ceux qui ont passé 8 ans à croire ce personnage. En revanche, sur les autres questions, effectivement, oui, il est en colère qu'on les lui pose, tout simplement. Parce qu'il aurait bien aimé que ce soit la seule affaire et que, parce que Taqieddine a fait ce revirement, il n'y ait plus d'affaires libyennes. Et aujourd'hui, il voulait aussi faire tomber les autres arguments, ceux qui restent, et qui sont des faisceaux d'indices concordants. Ouais. Grave et concordant, comme le précise la procédure, et qui est donc dans les arguments des juges, mais qui ne sont que des faisceaux d'indices graves et concordants. Ouais. C'est vrai. C'est la définition de la mise en examen, c'est ce qui conduit à la mise en examen. Nous reviendrons d'ailleurs juste après 20h avec mes invités sur les différentes déclarations, sur les éléments de ce dossier, de cette enquête, pour essayer d'y voir un peu plus clair grâce aux éléments donnés par Nicolas Sarkozy aujourd'hui. La fin de l'entretien, évidemment, Ruth, vous l'avez interrogé sur son avenir politique ou pas, il semble être clair ou pas. Alors, comment est-ce que vous l'avez senti? Non, mais c'est très amusant parce que avant l'entretien, à un moment donné, il a eu cette boutade.
Et il a dit, mais à quel moment de l'interview je déclare ma candidature? Et donc je lui ai dit non, ça ne m'intéresse pas, je le laisse aux autres. Bon, ça c'était une façon de plaisanter parce que avant de commencer une interview qu'on sait qui sera évidemment difficile, d'une certaine façon, il y a une forme de détente, de plaisanterie de part et d'autre donc il sait très bien qu'on va lui poser la question, il sait très bien et il connaît sa réponse par cœur, ce qui ne veut pas dire... Sincèrement, ça c'est peut-être la chevronnée des politiques, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas dans sa pensée, mais il est assez, je dirais, capé pour savoir qu'aujourd'hui, il n'est pas question pour les Français de se poser, de savoir qui va être le prochain président. On est tellement englués dans ces crises que c'est pas la question. En revanche, il garde cette figure, évidemment, de conseil, de sage, de celui qui a traversé des crises. Mais ça ne veut pas dire... Il précise le contexte, Ruth, vous avez raison de le dire. Il précise que ce serait indécent, qu'il y a un contexte sanitaire. Il est aussi assez affirmatif sur le fait que la page est tournée. Là, votre expérience vous fait dire que c'est peut-être pas si sûr que ça? Mais en vérité, personne ne sait ce qui va se passer à la sortie de cette pandémie quand elle arrivera, comme nous l'espérons tous. Personne. Est-ce que les Français ne voudront plus d'Emmanuel Macron parce qu'il a traversé avec eux cette pandémie et que ce sera une sorte de figure traumatique? Au contraire, est-ce qu'ils lui seront reconnaissants parce qu'il a traversé cette épreuve avec eux? Qui est en face? Marine Le Pen, certainement. Jean-Luc Mélenchon, on le sait depuis hier. Mais qui à droite? Xavier Bertrand le dit, mais est-ce qu'il le sera? Donc, qui sait ce qui va se passer? Et d'une certaine façon, Nicolas Sarkozy sait très bien que toutes les cartes vont être battues à un moment donné, à la fin de l'été prochain, à la fin de l'été 2021 peut-être. À ce moment-là, qui vivra verra. Et on verra ça ensemble. Merci beaucoup, Ruth, d'avoir été avec moi ce soir dans BFM TVSD. Merci pour cet entretien. Dans un instant, nous allons réécouter les passages clés de cette interview accordée à Ruth et à BFM TV de Nicolas Sarkozy pour revenir sur ce qu'il déclare, le confronter aux éléments de l'enquête en notre connaissance et faire un point le plus complet possible. Dans quelques secondes. À tout de suite. Pas qu'il m'aime ou pas. Votre programme avec ARL Blue, la fibre recyclée pour vos couettes, oreillers et matelas qui fait du bien aux océans. Inédit BFM TV. Daval, la série. 2 soirées, 4 épisodes. Lundi 16 et mardi 17 novembre, 21h sur BFM TV.